France Maghreb 2. Parler éducation. Damien Charles sur France Maghreb 2. Bonjour à tous, donc c'est pour notre deuxième émission sur l'éducation aujourd'hui, de 15h à 16h. J'espère que vous serez plus nombreux que la dernière fois. Et pour cette fois-ci, j'ai choisi de traiter un sujet un petit peu tabou. Mais comme vous le savez, le tabou ne nous fait pas peur à France Maghreb 2, du moment qu'il est abordé avec objectivité, évidemment, vigilance. J'aimerais vous parler en fait aujourd'hui de la question de l'éducation sexuelle, à l'école, au collège, au lycée et peut-être en maternelle pour l'interrogation, comme l'ont dit beaucoup d'articles qui ont circulé sur les réseaux sociaux depuis plusieurs semaines. Alors nous allons revenir ensemble sur cette fameuse polémique que vous avez tous déjà dû rencontrer au travers de vos lectures, qui a commencé en fait au mois de juillet 2018, et elle est venue donc de Marlène Schiappa, qui est la secrétaire donc d'État aux droits des femmes, qui, comme vous le savez sans doute, a fait promulguer une loi le 1er août sur les violences contre les femmes, et notamment les violences sexuelles. Et dans le cadre d'une interview qu'elle avait tenue donc en juin 2018, elle avait dit « De toute façon, nous allons promouvoir une circulaire en septembre pour favoriser les cours d'éducation sexuelle dans l'éducation nationale. » Évidemment, énorme tollé, car évidemment manque de communication, mais surtout inquiétude de la plupart des parents qui ont pu communiquer sur le sujet à travers les radios et les réseaux sociaux, mais également des syndicats de l'éducation nationale. Qu'en est-il aujourd'hui ? D'abord, il y a eu donc ce premier tollé au mois de juillet, puis une période d'intox à la suite de la promulgation de la loi du 1er août, et enfin une deuxième série d'intox qui sont sortis, des fake news, on pourra les appeler ainsi, au mois de septembre, et cette fois-ci, donc, elles ont reçu des réponses de la part de Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale. Au milieu de tout ce gloubi-boulga, nous allons essayer d'aborder ensemble, durant les minutes qui seront à notre disposition, quel a été l'historique des lois qui ont organisé le projet d'une éducation sexuelle dans l'éducation nationale en France. Nous allons également aborder quels sont les types d'interventions qui ont été imaginées jusqu'à maintenant, et enfin surtout, qu'est-ce qui va changer ou qu'est-ce qui a déjà changé depuis les derniers propos de Marlène Schiappa, donc en juillet 2018. Alors, d'abord, pour la promulgation de cette loi sur les violences contre les femmes, il y a certaines vidéos donc qui ont fait le buzz sur internet, notamment celle de Rania AZ que vous avez peut-être vue sur les réseaux sociaux, où cette maman de 2 enfants nous explique que à la suite de la promulgation de la loi, on va vouloir apprendre aux enfants à comprendre la notion de consentement, et au travers donc de ce travail sur la notion de consentement, proposer dès la maternelle des cours d'éducation sexuelle aux enfants. Alors, qu'en est-il finalement ? Cette loi, il faut savoir, en fait, elle fait une centaine de pages, comme tous les projets de loi, et je pense que comme la majorité des gens qui ont réagi dessus sur les réseaux sociaux, malheureusement, ils ne l'ont pas lu. Et pour vous dire la vérité, moi non plus. Mais ce que je peux vous dire, et ce sont les extraits que j'ai pu lire avec grande attention, c'est qu'il y a très peu d'informations qui ont été proposées donc dans ce projet de loi sur l'éducation sexuelle. Et en fait, ce que rapporte la loi, c'est surtout d'aborder à l'école, au collège et au lycée, et non en maternelle, un travail de prévention sur les violences sexuelles. Mais il faut savoir que ce travail de prévention existait déjà. Simplement, il n'avait pas été intégré dans un projet de loi. Et seulement à partir de ces quelques informations, de très nombreuses fake news ont commencé à circuler, notamment une très importante qui est qu'on prétendait qu'on allait commencer à étudier le corps et comparer le corps des enfants entre eux à l'école maternelle, ce qui est totalement faux. Et deuxième élément, et je m'excuse de citer le mot à l'antenne, mais malheureusement je n'ai pas le choix, on annonçait qu'on expliquerait comment fonctionne la masturbation aux enfants d'école primaire, ce qui est également totalement faux. Mais cette secrétaire d'État, donc aux droits des femmes, Marlène Schiappa, avait bien parlé en juillet 2018 qu'il y aurait une circulaire qui tomberait à la rentrée. Et donc cette circulaire, c'est surtout ça qui a fait peur aux syndicats enseignants et aux syndicats des parents d'élèves, dont vous faites probablement partie, qui se sont dit mais qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir mettre dedans, sachant que le fonctionnement d'une circulaire, c'est comme un décret, c'est-à-dire c'est une recommandation qu'on va vouloir faire appliquer aux destinataires de la circulaire. Donc là, ça va être les responsables d'académie, les recteurs, les inspecteurs d'académie, les directeurs d'établissement, en leur disant voilà, à partir de maintenant, vous allez devoir faire ça. Et donc, avec une appréciation finalement très subjective, chacun va pouvoir appréhender la circulaire de la manière qui va lui plus le convenir. Et donc, c'est la porte ouverte à toutes les éventualités
et dans l'esprit des parents à toutes les dérives. Et finalement, ils n'ont pas tort. Qu'en est-il de cette circulaire ? Eh bien, effectivement, elle a été promulguée. Et elle a été promulguée, les 12 et 13 septembre dernier. Et à la suite donc de la promulgation de cette circulaire, il y a eu une accalmie de la part des réseaux d'enseignants, mais une nouvelle vague d'injures et de fake news qui ont commencé à circuler sur Internet, car pour la première fois depuis des années, on abordait en détail une vraie programmation de 5 ans jusqu'à 18 ans d'ateliers d'éducation sexuelle donc pour les enfants. Et à la suite de cela, Jean-Michel Blanquer donc a dû réagir à plusieurs reprises dans les médias et surtout lors d'interventions publiques sur le terrain pour expliquer comment il fallait traduire entre guillemets la circulaire, comment il fallait la comprendre et ce qu'il fallait éviter de divulguer, de diffuser comme fausse information. Alors évidemment, beaucoup de gens n'ont pas été convaincus parce que Monsieur Blanquer a tenté de parler avec un langage technocratique, nous dirons, mais finalement plus de peur que de mal en lisant cette circulaire et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, cette circulaire, c'est une reprise d'une circulaire qui existait déjà avant. Et cette circulaire, elle existait en 2003. Et cette nouvelle circulaire, en fait, reprend 80 à 90% de l'ancienne circulaire. Simplement, quel est le mot d'ordre ? Le mot d'ordre, c'est de dire, voilà, on avait une circulaire en 2003, qui proposait donc déjà des cours d'éducation sexuelle avec toute une programmation que nous allons aborder après. Mais là, c'est de dire, voilà, on prend les mêmes, on recommence, on ajoute quelques petits détails techniques sur le pilotage des programmes, mais surtout, à partir de maintenant, on va vouloir faire appliquer la circulaire. Donc l'idée du ministère de l'Éducation, de Jean-Michel Blanquer, c'était de dire, plutôt que de rappeler à l'ordre les pilotes dans les académies en disant, bah voilà, il y a cette circulaire, il faut la faire fonctionner, il faut l'appliquer, ils ont décidé de donner l'impression de nouveauté en réinstaurant une nouvelle circulaire. Et toutes ces informations qui datent de 2003, elles-mêmes viennent d'une autre loi, loi donc qui a été partagée avec le Code de l'éducation, donc le Code de l'éducation, le code qui régit entre guillemets le fonctionnement, le règlement et l'éthique de l'éducation qui est proposée non seulement au sein de l'éducation nationale, mais également dans les établissements privés. Et cette loi de 2001, donc qui fait partie de la loi Aubry, aborde déjà la nécessité d'organiser des cours d'éducation sexuelle, donc dans le secteur public, mais essentiellement collège et lycée. À l'époque, quand la loi est passée, il n'y a pas vraiment eu de débat sur la question, car la loi en fait portait sur la question de la lutte contre les violences sexuelles, les problèmes de contraception et également la prévention pour les grossesses non désirées. Donc on était face à des questionnements qui concernaient essentiellement des adolescents et qui étaient des questions finalement de santé publique. Donc il était nécessaire de les aborder car on avait à l'époque une flambée, une augmentation des infections sexuellement transmissibles, donc les IST au sein des populations adolescentes en France, et donc il y avait une nécessité de santé publique de faire de la prévention. Et il n'y avait que le système éducatif qui était en capacité de faire cela. Donc le problème était vu autrement. En 2003, il y a vraiment la logique, l'idée de dire on va, en plus de faire de la prévention, engager un travail en profondeur qu'on va appeler travail d'éducation sexuelle, mais qui va porter sur un faisceau beaucoup plus large d'éléments, notamment en partie des questions sur le respect de l'autre, le respect du corps de l'autre, l'estime de soi, mais également sur la différence de la morphologie entre l'enfant et l'adulte, et également d'autres questions liées donc à l'évolution du comportement de la personne et de sa relation donc avec les autres. Donc il y avait la question de la sexualité, mais qui était censée en fait aborder d'autres questionnements qu'on appelle psychosociaux. Alors là, la question que les parents vont se poser, c'est est-ce que c'est vraiment utile de passer par la sexualité ? Et là, c'est un vrai débat qu'on peut ouvrir et sur lequel on peut se poser des questions. Si vous-même, vous avez quelque chose à apporter sur le sujet, ou vous souhaiteriez poser une question, n'hésitez pas donc à appeler le 01 40 33 9000, qui est le numéro du standard, et on pourrait se faire un plaisir d'en discuter ensemble, évidemment dans un débat serein, et éviter les polémiques et les fake news, donc je compte sur vous. Donc avec plaisir. Sinon, j'aimerais vous présenter en intermède
Donc j'ai choisi une petite mélodie pour aujourd'hui particulière que je dédie à Mimouna, ma collègue de vie scolaire, qui nous écoute sans doute à cette heure-ci. Mimouna, d'ailleurs, tu dois sans doute être en train de trier les absences de nos élèves au lycée. Et Mimouna, en fait, est une fervente auditrice de France Maghreb 2 depuis des années, et donc je voulais la remercier de nous écouter et d'être fidèle. Alors en fait, cette chanson donc que j'ai choisie, elle vient d'un film qui s'appelle Le plus beau métier du monde, donc qui date de 1997 avec Gérard Depardieu comme acteur principal. Et ce film, Le plus beau métier du monde, c'est l'histoire d'un professeur qui enseigne dans un beau lycée parisien, on dira du 16e arrondissement, et pour des raisons familiales se retrouve à aller enseigner en Seine-Saint-Denis, à côté du quartier des Murets. Et il part donc enseigner avec une classe de 4e techno qui sont, on va dire, des élèves plutôt turbulents et qui n'apprécient pas forcément de rester sur une chaise toute la journée. Une très très belle histoire qui nous permet de réfléchir vraiment sur le métier d'enseignant. Et donc, la chanson s'intitule Ya Habibi Ya Aini. C'est une reprise de la chanson de Maya Yazbek qui date de 1984. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Parler éducation. Damien Charles sur France Maghreb 2. La vague de désinformation d'une ampleur rare. Chers parents d'élèves qui écoutaient France Maghreb 2, il faut quand même se dire que finalement, toute cette polémique qui a eu lieu depuis juillet a probablement été plus importante que celle donc qui avait frappé Najat Vallaud-Belkacem en 2013-2014, donc vous vous souvenez, avec la prétendue théorie du genre qui serait enseignée à l'école. J'ai donc une première question à nous poser, à tous. Finalement, qu'est-ce qu'on va appeler à l'école l'éducation à la sexualité ? Eh bien, il y a eu donc toute une programmation et une sorte de mémoire éthique qui a été rédigée donc dans l'accompagnement pour présenter aux professionnels de l'éducation, s'il fallait l'enseigner, à quoi ça ressemblerait. Quand on a voulu parler d'éducation à la sexualité, on a surtout voulu parler de la préparation pour les jeunes à leur future vie d'adulte. Il fallait que ce soit une action complémentaire à tous les autres programmes et surtout, dit le mémorandum, il fallait que ce soit un complément par rapport au rôle premier joué par les familles. Donc là, on est à un premier questionnement qui est quel doit être le rôle joué par les familles et où est-ce que l'éducation nationale ou les établissements privés pourraient s'immiscer, quelles seraient leurs limites dans cet apprentissage complémentaire. L'éducation à la sexualité, telle qu'elle est présentée donc par le ministère de l'Éducation nationale, aurait en fait 3 visées. D'abord, comme on l'avait abordé tout à l'heure depuis la loi 2001, une visée de prévention, une visée préventive. Il fallait trouver une solution pour aborder ces questions de santé publique que sont les grossesses non désirées, les infections sexuellement transmissibles, à commencer par le sida, et évidemment les formes de violence sexuelle. Enfin, une visée constructive, de construction. Il faut construire aujourd'hui les relations entre les filles et les garçons qui deviendront des femmes et des hommes et apprendre la culture de l'égalité, ce qui n'est pas toujours une évidence. Enfin, une visée de lutte. Pourquoi ? Donc on l'a dit, lutte contre les violences, contre les femmes, évidemment les violences sexuelles, mais également d'autres menaces qui aujourd'hui touchent la jeunesse dans son ensemble en ce début du XXIe siècle, à commencer donc par la pornographie, les préjugés sexistes qui résistent, et enfin le problème de l'homophobie. L'idée donc c'est travailler sur la question de la différence et chercher à répondre à tout un faisceau de problématiques en utilisant comme nœud central la question de la sexualité. Et à nouveau, on se pose la question, est-ce qu'il faut passer par la sexualité pour aborder ces problématiques-là ? C'est le choix que l'Éducation nationale avait fait, donc c'est un débat à ouvrir et à dire finalement, est-ce que d'en avoir fait le tronc central, c'est une évidence ? Et justement, ce questionnement, on peut l'aborder d'une autre manière. Il y a eu des infographies donc, qui ont été faites sur le projet de l'éducation à la sexualité et qui expliquent comment les choses doivent s'imbriquer à partir du moment où on organiserait les interventions pour les enfants. Et donc, les 3 visées qu'on avait dit, la prévention, la construction et la lutte, on peut imaginer en fait 3 grandes bulles qui se recroisent et chaque bulle serait un apport de connaissances qu'on donnerait aux élèves d'une manière ou d'une autre et qu'ensuite ces connaissances viendraient s'imbriquer. D'abord, dans l'éducation à la sexualité, c'est la première bulle, le premier champ de connaissances, ce serait la question biologique.
Aujourd'hui, la question biologique, elle est, on va dire, entrée dans les habitudes et dans le va de soi, c'est-à-dire que on enseigne la sexualité biologique depuis plus de 25 ans en France, et donc on a appris aux enfants, essentiellement les adolescents, à partir du collège et du lycée avec les professeurs de SVT, comment fonctionne la question de la reproduction, comment fonctionne la question de l'anatomie, de la physiologie, comment on transmet la vie. Et également, on aborde en sciences médico-sociales ou également donc en SVT à la période du lycée, comment fonctionne la prévention contre les infections transmissibles, qu'est-ce que la contraception, comment fonctionne l'IVG. Et l'IVG donc, avec tout le débat qui s'ensuit, est-ce une bonne ou une mauvaise solution? Ça, ce serait la première bulle biologique qui, aujourd'hui, ne fait pas débat, finalement, parce que, donc, elle est ancrée dans le processus éducatif. Les deux autres bulles, les deux autres champs de connaissances qui se sont développés petit à petit, sont ceux, aujourd'hui, qui sont les problématiques majeures posées, non seulement par les parents, mais également par beaucoup d'intervenants éducatifs. La deuxième bulle, c'est ce qu'on appelle le psycho-émotionnel. Eh ben, le psycho-émotionnel, c'est ce qu'on pourrait appeler le tabou. Le tabou, c'est quoi? C'est tout ce qu'on souhaite aborder avec les enfants qui relève finalement de leur propre identité et orientation sur le plan psycho-émotionnel et donc sexuel. Comment peuvent-ils décrire leurs émotions et sentiments? Comment leur apprendre la relation aux autres? Comment leur expliquer ce qu'est une orientation sexuelle, une identité sexuée? Des questions très sensibles, surtout complexes, et qui posent des questions finalement sur la relation, c'est-à-dire peut-on aborder de manière objective le fonctionnement d'une relation? Et donc face à ces questionnements qui sont vraiment tabous aujourd'hui, parce qu'ils opposent plusieurs parties de la société entre elles, est-ce qu'on peut se donner les moyens de l'enseigner finalement alors qu'on n'a pas toutes les certitudes nécessaires et surtout que les champs de valeurs sont différents? Enfin, la troisième bulle, c'est le social. Et là, le social, on est dans le polémique complet. Beaucoup de sujets à l'intérieur de cette bulle sont des sujets à controverse. Donc il y a la question du rôle sexué ou du stéréotype, c'est-à-dire à quoi ressemble un homme, à quoi ressemble une femme, qu'est-ce que devrait faire un homme, qu'est-ce que devrait faire une femme, est-ce qu'ils sont égaux sur tout, qu'est-ce que l'égalité, énormément de questionnements finalement qui sont si difficiles à répondre, sans subjectivité, a-t-on les moyens finalement de les enseigner? Enfin, on aimerait leur apprendre une éducation donc aux médias et à l'information, dans laquelle on leur expliquerait comment fonctionne la pornographie, en quoi c'est dangereux, qu'est-ce que le cyberharcèlement contre les hommes, contre les femmes, et surtout, finalement, on proposerait de leur expliquer comment fonctionnent les valeurs et les normes par rapport aux hommes et aux femmes. Et donc ainsi expliquer pourquoi une action peut être considérée comme une violence sexuelle. Et là donc, ces changements, en fait, ces oppositions entre ce qu'on appellerait des référentiels et des valeurs, provoqueraient évidemment un choc frontal entre certaines valeurs familiales qui peuvent rejeter certains éléments donc de cet enseignement et directement l'éducation nationale qui aimerait imposer finalement des connaissances qui sont polémiques. Avec ces trois bulles finalement, on est dans une sorte de millefeuille très complexe avec beaucoup d'enjeux abordés. Trop d'enjeux finalement et à mon sens un risque de noyade. Le problème principal finalement, c'est que à chaque fois que l'État a voulu s'investir sur la question du biologique, du psycho-émotionnel, du social, relevant tout ça donc autour de la question de la sexualité, il s'est noyé par manque de communication, et ce manque de communication l'a mis en porte-à-faux et a provoqué une collusion violente, une collision, on va y arriver, excusez-moi messieurs dames, une collision violente avec les parents d'élèves. Aujourd'hui donc, ces trois bulles, elles constituent le corpus de ce qu'on appellerait l'éducation à la sexualité. Il n'y a aucune certitude sur la réussite, entre guillemets, de ce corpus, mais on a tout de même souhaité, à partir de ces quelques éléments, demander aux acteurs de terrain qu'ils mettent en œuvre leurs propres objectifs et organisent leurs propres séances auprès des élèves pour apporter donc une éducation qui est considérée comme l'affaire de tous. Enfin, avant d'aborder directement la mise en œuvre et voir un petit peu ensemble comment fonctionnent les séances, comment elles s'organisent et comment vous, parents d'élèves, vous pouvez être intervenants, il y a la question de
comment l'éducation nationale a voulu justifier. Comment elle a voulu justifier cette éducation à la sexualité et comment surtout elle a voulu la justifier dans ce cadre-là, de cette manière-là. Petit à petit, en fait, l'éducation nationale, et ensuite en imposant donc ses vues sur les établissements privés, s'est organisé un cercle d'experts autour d'elle qui ont travaillé sur les questions liées à l'enfance, à la jeunesse, à la violence, à la question de la sexualité, à la question des relations sociales, qui se sont mis donc à publier énormément d'analyses, de synthèses, d'études, de recherches sur ces questions-là, comme par exemple la question de l'intimité. Et à partir de ces textes, où ils ont tenté de produire des consensus, on dit voilà, comme on s'est mis d'accord sur tel concept, et on considère qu'ils sont efficients, qu'ils ont du sens, on va pouvoir les apporter et surtout les proposer comme une information d'éducation. Malheureusement, on trouve toujours des chercheurs pour contredire d'autres chercheurs. Et aujourd'hui, donc, il y a beaucoup de spécialistes, de sociologues, mais également de médecins, de pédopsychiatres, qui rejettent certains champs d'information proposés par l'éducation nationale. Et c'est là toute la difficulté. C'est que lorsqu'on enseigne des sujets qui vont être à même de se retrouver au cœur du débat, sommes-nous sûrs d'enseigner finalement les bonnes connaissances à nos enfants? Face à cette difficulté, nous avons donc des acteurs sur le terrain, assez démunis finalement, qui tentent, depuis 2003, avec motivation pour certains, depuis 2016 pour d'autres, avec moins d'investissement, mais le sens du devoir, tentent donc de faire appliquer la circulaire qui demande, et c'est ça le principe donc qui a été conservé dans la nouvelle circulaire, d'organiser 3 séances minimum par an pour chaque classe d'éducation à la sexualité. Ces 3 séances, en fait, elles doivent être organisées uniquement dans l'établissement scolaire. C'est une organisation directement liée au pilotage de l'établissement scolaire. Et donc ça, c'est très important. Ça veut dire que l'organisation de ces séances ne va pas dépendre d'une structure supérieure comme l'académie ou le département, etc. Donc, le pilotage dépend directement des chefs d'établissement. Et ces chefs d'établissement, donc, auront des comptes à rendre directement aux parents, car ils sont les garants, entre guillemets, du bon fonctionnement de ces séances. Ça, c'est une chose très importante pour vous, parents d'élèves, parce que ça veut dire qu'à tout moment, si vous sentez qu'il peut y avoir un risque, ou vous avez une inquiétude par rapport à un enseignement qui pourrait être proposé, vous avez un interlocuteur direct qui organise ces séances-là. Vous n'avez pas besoin de passer donc par une structure supérieure. Comment vont fonctionner ces séances ? En fait, ces séances, elles vont fonctionner à l'appréciation des enseignants. Et également du corps éducatif qui est relié au médical. Donc les assistantes sociales, les infirmières, etc. Ces personnes, elles travaillent avec ce qu'on appelle des comités d'éducation, de santé et de citoyenneté. Donc les CESC. Les CESC, vous en avez donc un peu partout en France. Et donc ces CESC qui sont des espèces de bulles, de professionnels de l'éducation, il y a aussi des experts, etc. Elles organisent, elles font la transition entre les grosses structures académiques et les établissements qui tentent de mettre en place des séances sur, par exemple, des questions de prévention, des questions de laïcité, des questions de citoyenneté. Et donc, ce sont les CESC qui s'assurent du bon fonctionnement, entre guillemets, des séances sur l'éducation à la sexualité. Ce sont en fait les 2 entités auxquelles vous pouvez rendre des comptes. Les chefs d'établissement et le CESC. Ce sont les 2 en fait qui vont avoir le droit de regard sur le contenu de ce qui pourrait potentiellement être enseigné à vos enfants. Donc ça c'est très important. Mais qui aura-t-il dans ces séances pour les organiser ? Quand il y a une séance, en fait, elle est toujours organisée en binôme. Il y a toujours 2 professionnels. Généralement, vous avez un enseignant qui a été déjà formé à ces questions-là. Ça pourrait être un enseignant de SVT, par exemple,
Vous pouvez avoir un CPE aussi, un conseiller principal d'éducation, qui a fait une formation spéciale sur les questions de protection de l'enfance, de la jeunesse, et qui donc a travaillé sur la question de la sexualité. Vous pouvez avoir, donc on l'a dit, du personnel proche de la sphère médicale, ça pourrait être les assistantes sociales, des infirmières, et vous pouvez aussi avoir des intervenants extérieurs. C'est là où, effectivement, il faut faire preuve de vigilance. Il y a eu déjà par le passé des dérapages entre guillemets dans certains établissements où des intervenants associatifs donc se sont déplacés pour faire des séances d'éducation à la sexualité et où les contenus qui ont été proposés ne rentraient pas du tout dans les exigences pédagogiques et allaient beaucoup trop loin. Donc effectivement, on doit le dire à plusieurs reprises, mais de manière finalement assez informelle, parce que ça n'était pas très organisé et l'éducation nationale n'était pas au courant de ces erreurs-là. On a fait venir des intervenants dans des établissements qui ont dit des choses qui n'étaient pas forcément appropriées ou qui ne respectaient pas les exigences donc des élèves et de l'âge qu'ils avaient. Ce que vous pouvez faire pour cela, c'est par preuve de vigilance, si jamais il devait y avoir des séances d'éducation à la sexualité, vous avez le droit d'information, mais vous avez aussi le droit d'intervenir sur le choix, d'intercéder sur le choix des possibles intervenants qui viendraient à se déplacer dans l'école, le collège, le lycée. Et ça, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'en tant que parent, la loi et la circulaire prévoient qu'aucune éducation à la sexualité ne peut être organisée et fonctionner à bon ordre sans l'intervention et surtout sans l'agrément des parents. Et il y a en fait ce qu'on appelle les structures espaces parents, qui sont des structures qui souvent n'existent pas dans les établissements, mais que vous pouvez demander au chef d'établissement de mettre en place et de dire voilà, nous on a appris que vous voulez installer des cours d'éducation à la sexualité. Pourquoi pas, ça dépend de leur âge, oui d'accord, on serait d'accord, mais il y a des conditions. De quoi vous allez parler? Est-ce que vous allez parler de prévention, de risque, de protection, de violence, etc. Nous, en tant que parents, on aimerait être sensibilisés au contenu que vous allez donner pour voir si ça nous convient. Et donc, on aimerait que vous constituiez ce qu'on appelle l'espace parent. Et l'espace parent va devenir une entité, un petit groupe incontournable qui va avoir droit de regard et d'intercession sur ce qui va se passer donc dans ces séances. Et ça, c'est très important donc parce que ça vous donne beaucoup de pouvoir. Évidemment, les syndicats de parents ne seront jamais loin, donc eux-mêmes peuvent apporter des éléments et intervenir sur demande des parents d'élèves directement. Enfin, votre meilleur allié, c'est les enseignants. Pourquoi ? Parce que les enseignants, comme dans l'ensemble des programmes qu'on leur impose, parce que les enseignants ne choisissent pas les programmes qu'ils enseignent, ils font preuve d'adaptation et la plupart du temps, ils font également preuve de modération. Parce qu'ils savent comment ça fonctionne et ils ont l'habitude avec leurs élèves de toujours modérer et surtout de toujours tempérer parce qu'ils savent qu'il y a souvent des enjeux, des tabous, et des risques de conflits, parfois des conflits sociaux, sur des sujets aussi sensibles. Donc, tenir bon face à l'établissement, 2 interlocuteurs principaux, CESC, le comité dont on a parlé, les chefs d'établissement. On sait qu'il y a le personnel médical qui est derrière, les enseignants qui donnent un coup de main. Et surtout, on peut avoir un droit de regard et créer donc un espace parent. À partir de tous ces éléments-là, si jamais en tant que parent d'élève, vous acceptez l'idée que vos enfants puissent avoir des cours donc d'éducation sexuelle, puisqu'évidemment, il en conviendra uniquement à votre choix personnel. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur enseigner à l'intérieur ? D'abord, en maternelle. Rien du tout. J'ai la circulaire devant moi, devant les yeux. Il n'y a absolument rien de prévu comme enseignement à la sexualité en classe de maternelle. En fait, ça a été la première fake news qui a été apportée donc à la fin du mois d'août sur les réseaux sociaux et qui a été la principale fake news, c'est de dire on va faire de l'éducation sexuelle aux enfants à la maternelle. C'est totalement faux. Et c'est surtout illégal. Donc la question ne se pose pas. Et si un enseignant venait aborder cette question-là, il serait dans l'illégalité. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Ensuite, il a été abordé la question donc de l'enseignement à la sexualité, mais cette fois-ci à l'école. Donc elle existait déjà, mais les inquiétudes se sont multipliées de la part des parents, pour une raison simple, c'est qu'à la suite donc de la question des ABCD, de l'égalité, on a eu peur qu'on aborde des sujets en fait qui ne semblaient pas forcément en adéquation avec leur âge, et peut-être trop sensibles. Il y a des règlements qui sont extrêmement stricts, et ce qu'a tenté de dire Jean-Michel Blanquer, donc le ministre de l'Éducation nationale à l'époque, donc les 12-13 septembre, c'est qu'il ne voulait pas faire une éducation explicite à la sexualité à l'école primaire. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Parce que évidemment, l'éducation explicite à la sexualité, il a gagné en ambiguïté à chaque fois qu'il a pris la parole. En public, Jean-Michel Blanquer. En fait, ce qu'il appelle l'éducation explicite, c'est ce qui est écrit en fait directement dans la circulaire. Et ce qu'on appelle l'éducation implicite, c'est le fait uniquement d'aborder des sujets sur la différence entre garçons et filles, et sur ce qu'un garçon et une fille peuvent faire et ne peuvent pas faire. Typiquement, le genre de questions qu'on aborde, c'est: est-ce que Pierre a le droit de soulever la jupe de Zora? Voilà. C'est ça en fait dans les cours d'éducation à la sexualité en école primaire qu'on aborde. Ces sujets-là, en fait, existent déjà depuis des années. Mais simplement, ils n'étaient pas intégrés dans des cours. C'était simplement une forme de vie quotidienne des établissements où les professeurs parfois devaient intervenir, prendre un élève et faire par facto une petite éducation à la sexualité en expliquant un bon comportement ou un mauvais comportement. Finalement, est-ce qu'on a eu raison de rentrer donc d'officialiser des séances collectives de sexualité? On le verra juste après la pause. Parler éducation, Damien Charles sur France Maghreb 2. Parler éducation sur France Maghreb 2. Damien Charles. Avant la pause, je vous posais la question, finalement, nous avons toujours eu une permanence dans les établissements. Nous avons toujours dû, personnel éducatif, aborder la question de la sexualité avec les élèves. Moi-même, lorsque j'étais professeur, j'ai eu affaire à un élève de première qui regardait une vidéo pornographique pendant un cours. Qu'est-ce qu'on fait dans ces situations-là? Alors évidemment, on souhaite aborder la question avec lui. Et on organise finalement une petite session avec d'autres personnels éducatifs pour tenter d'expliquer quel est le bon comportement et le mauvais comportement. Ici, l'utilité de proposer ce qu'on appellerait une éducation à la sexualité abusivement, en fait, on pourrait la nommer autrement, pour éviter d'inquiéter inutilement des personnes qui penseraient qu'on veut éroder des valeurs ou pousser nos jeunes à découvrir des choses qu'ils ne devraient pas découvrir trop tôt. Ces sessions organisées, qui devraient porter un autre nom, elles sont nécessaires aujourd'hui parce qu'elles permettraient de mieux encadrer un travail qui existe déjà en fait. Et donc, j'aimerais vous dire, la seule chose qui importe pour vous, pour être sûr que tout puisse bien se passer, dans le cas où l'éducation à la sexualité est imposée dans l'établissement de votre enfant, c'est de participer au processus, pour vous assurer que tout se passe bien. J'aimerais vous apporter une dernière petite information que déjà certains de nos auditeurs et auditrices doivent connaître et qui est assez incroyable. Ce sont les manifestations estudiantines qui ont lieu en ce moment au Maroc. À Rabat, à Casablanca, à Oujda, à Marrakech, à Tiznit. Les étudiants manifestent donc depuis le 9 novembre et ils manifestent donc depuis 10 jours. Ils étaient des centaines, bientôt ils seront peut-être des milliers. Et ils manifestent pour une raison simple, c'est que il y a eu un changement d'heure donc au Maroc, comme nous avons eu notre changement d'heure en France. Sauf que le changement d'heure au Maroc a provoqué un décalage qu'on appelle le maintien de l'heure d'été. C'est-à-dire que le Maroc n'est pas passé en heure d'hiver, il est resté en heure d'été. Et donc le décalage a provoqué une réduction de la pause chez les élèves, de la pause de midi. Et donc les élèves ne le supportent pas et manifestent pour cela. Des manifestations qui ont parfois dégénéré dans la violence, comme à Casablanca, où la police est intervenue de manière très musclée. Et
Cette situation improbable, qui à la fois est un manque de communication de la part du Royaume, qui n'a pas su bien expliquer et avec pédagogie le maintien de l'heure d'été, nous montre que pour un simple changement de pause, vous pouvez révolutionner l'organisation du monde éducatif. Et je souhaite en tout cas que cette pause de 2 heures, elle reste ainsi en France, sinon nous aurons des problèmes nous-mêmes avec nos propres élèves. Parler éducation. Damien Charles sur France Maghreb 2. Un sujet tabou, mais finalement pas vraiment. Et j'aurai grand plaisir à en débattre une autre fois avec vous, car nous devrons aborder d'autres sujets très sensibles sur les questions de prévention, mais nécessaires notamment avec les adolescents. En tout cas, la semaine prochaine, nous aborderons un sujet plus maghrébin. À bientôt. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 94 FM. À Clermont-Ferrand